d'avoir bravé le grand froid qui s'annonce pour venir écouter notre conférencier du jour, Jean-François Simon, qui va donc nous parler de l'histoire de la procréation médicalement assistée. Il est médecin gynécologue, il est également chef de clinique adjoint en gynécologie obstétrique. Il travaille à Ambroise Paré, il est responsable de la clinique de fertilité régionale de Mons, responsable gestionnaire de la banque de matériel corporel humain du CHU Ambroise Paré, et il fait en plus, et je découvert à l'occasion, une thèse de recherche à l'université de Mons sur l'embryologie et la toxicologie reproductive. Voilà, je lui cède immédiatement la parole. Je ne suis pas très habitué des micros, désolé, j'espère n'assourdir personne. Voilà, tout d'abord, merci au professeur Saquet de me proposer d'aborder avec vous un sujet qui m'intéresse particulièrement, qui est l'histoire ou l'historique de la procréation médicalement assistée. Et j'aurais tendance à dire que on aurait pu peut-être renommer ça, puisque finalement l'historique de la procréation médicalement assistée, la médecine de reproduction est une médecine extrêmement jeune, très récente, en pleine mutation, en pleine évolution, mais surtout je vais m'intéresser à comprendre finalement et essayer de comprendre et discuter avec vous de ce que c'est que la médecine de reproduction aujourd'hui et surtout finalement d'où on vient et comment ça s'est développé, quelles sont les étapes qui ont permis l'évolution des techniques et de la technicité actuelle telle qu'on la connaît. Alors, la procréation assistée, la première question qu'on pourrait se poser, c'est finalement pourquoi assister à la procréation, puisque ça reste avant tout quelque chose de naturel. La procréation, procréer, donc, ce n'est même pas un droit humain, c'est une fonction vitale finalement que de pouvoir boire, manger, dormir et se reproduire. Et donc, pourquoi faut-il l'assister ? Tout simplement parce qu'un nombre non négligeable de couples vont se retrouver dans une situation qu'on va appeler d'infertilité, de fertilité, de stérilité, de fécondabilité ou d'infécondité, qui sont toute une série de termes qui vont être utilisés au cours de la soirée et qui présentent des petites connotations différentes. Alors, la fertilité, on pourrait la définir finalement comme la capacité et l'aptitude à obtenir une grossesse, et finalement, la fécondabilité est la probabilité de fécondation. Ce sont donc deux choses totalement différentes puisque la fertilité ne s'attache pas simplement au processus de conception, il va être beaucoup plus large dans sa définition puisqu'il va être le processus qui va conduire finalement à l'obtention d'une grossesse et donc ça inclut tant le phénomène on va dire de conception, de fécondation que le phénomène d'implantation, de développement de la grossesse et de l'obtention d'un enfant. Alors, on va être dans une triangulation relativement particulière parce que fertilité, infertilité, stérilité et infécondité sont des termes qui sont très proches les uns des autres. Mais la particularité, c'est qu'un couple peut être infertile une période de son existence, puis infécond pour finalement être fertile. Et on n'est pas ou fertile, ou stérile, ou infécond. Et donc, à l'heure actuelle, on est dans une situation où on a une triangulation en permanence entre toutes ces notions qui vont être le résultat aussi d'un comportement sexuel du couple, et vous le verrez, c'est surtout ça qui, pour toute une partie de l'histoire de l'évolution, va nous permettre d'avoir des informations sur la procréation de nos semblables, tout en prenant en considération d'une part les représentations de l'homme, de la femme et de leurs gamètes. Et vous verrez qu'au travers du temps, on a véritablement une évolution de toutes ces notions, tout ça dans un cadre sociétal qui va moduler complètement la définition même de ce qui nous amène ce soir. Alors on va commencer il y a très longtemps, au Paléolithique, parce que finalement ça reste une période qui est relativement importante pour l'histoire de l'homme. Et moi je suis toujours très interpellé par les représentations de l'humain qu'on peut en faire, et notamment la représentation de la femme. Il faut savoir qu'il y a au Paléolithique très peu finalement de représentation de l'homme. On représente surtout la femme et on va la représenter sous la forme de ce qu'on appelle les Vénus, et du moins c'est ceux qui ont découvert ces traces de ces vestiges de l'humanité qui les ont appelés des Vénus, et notamment une des plus connues qui est la Vénus de Willendorf, qui va présenter un aspect relativement particulier puisque si on la regarde,
moi, ça ne correspond pas du tout à l'image que je pouvais me faire, a priori, d'une femme au temps du Paléolithique. On est moi je suis toujours très interpellé par le fait qu'on a, donc au travers de tout ça, véritablement une propension au complexe, on va dire, abdominopelvien, avec une expression très importante tant des seins que de l'abdomen et des organes génitaux, au détriment finalement de ce qui va permettre la constitution de l'humain à proprement parler, qui sont les extrémités. D'une part, les pieds qui lui permettent le fait d'être stable sur ses pieds, de marcher, et d'autre part, la réduction et l'omission des extrémités au niveau de la tête, où on dépersonnalise finalement quelque peu le personnage féminin. Et donc on se retrouve avec une configuration, avec une représentation de la femme qui reste relativement particulière et qui ne colle pas forcément directement avec la représentation qu'on s'en ferait si on réfléchit 2 minutes à ce que c'est qu'une Vénus au temps du Paléolithique. Et donc cet aspect, certains l'ont creusé, certains ont étudié ça plus dans le détail, et une belle étude française qui avait étudié les représentations de la femme au temps du Paléolithique. C'est un gynéco qui a mené cette étude, et il a tout simplement colligé l'ensemble des représentations sur les gravures et sur les statues qui étaient obtenues de cette période du Paléolithique. Et il a étudié ça de façon plus structurée en comparant toutes ces différentes origines et toutes ces différentes statues. Et il en vient systématiquement à ce même constat qui est donc cette propension à représenter la femme au temps du Paléolithique avec des formes opulentes et pas du tout avec l'image qu'on pourrait a priori se faire d'une femme qui est dans une période où elle marche beaucoup puisque ce sont des chasseurs-cueilleurs, ils sont en déplacement de façon très fréquente et donc on se retrouve avec une représentation très particulière de la femme. La femme, je vous disais, est très représentée. En ce qui concerne la sexualité au Paléolithique, il existe très peu de symboles, très peu de signes de cette particularité de l'humain qui est de se reproduire comme plein d'autres espèces humaines, bien sûr. Les seules représentations, on les trouve dans les Pyrénées, sur les plaquettes dans l'Aisne, où là, on a la représentation d'un homme et d'une femme d'après les auteurs de cette étude, où on a aussi une réflexion à avoir sur les caractéristiques de la sexualité, ou du moins sur ce que les sexologues actuels vont définir, puisque ces positions sexuelles où l'homme est au-dessus et la femme en dessous sont des positions qui sont plus fréquemment soumises à une position, à une dominance et une soumission. Et donc l'homme, déjà au Paléolithique, donne l'impression d'être dans une espèce de dominance par rapport à la femme. C'est en tout cas ce que ce seul dessin qui représente le coït au temps du Paléolithique pourrait potentiellement nous apprendre. Les femmes, je vous disais, sont représentées de façon un peu particulière et c'est surtout les organes génitaux qui sont hypertrophiés. Sur la Vénus de Willendorf, ça se voyait un peu moins parce que c'était surtout l'abdomen qui prédominait. Sur cette sur cette Vénus ici de Montpazier, qui vient donc également de France, c'est la vulve qui est hypertrophique, hyper représentée. Et les scènes de parturition, notamment dans le Paléolithique, sont extrêmement fréquentes. On va retrouver très peu d'hommes. On va retrouver beaucoup de statues, beaucoup de représentations de la femme. Et lorsqu'il y a une représentation de la femme, il y a une connotation soit à la multiparité, donc au fait d'être plusieurs fois mère et donc d'être dans l'opulence, ou aux organes génitaux qui sont au décours éventuellement carrément de l'accouchement. Et les seules représentations de l'homme, on peut les retrouver notamment dans la grotte de Lascaux, où il y a peu d'hommes qui sont représentés, mais quand il y a des hommes qui sont représentés, ils ont le sexe en érection. Donc on associe probablement déjà au temps du Paléolithique le fait que, évidemment, l'homme et la femme ont chacun un rôle au sein de la société et qu'ils ont bien compris, évidemment, qu'il y avait un lien entre l'érection de l'homme et la naissance éventuelle par la suite. On remarque également que sur ces représentations de l'homme, c'est très rare d'avoir un homme avec un sexe en érection et un personnage féminin à proximité. Il y a toujours des animaux qui sont représentés et on ne sait absolument pas pourquoi à l'heure actuelle. En tout cas, moi, je ne peux pas vous informer à ce sujet. En ce qui concerne les représentations de l'homme, on a retrouvé également au temps du Paléolithique énormément d'objets phalliques principalement, pour lesquels la signification et l'origine, même l'utilité de ces objets reste controversée. Certains vont jusqu'à dire que c'est l'ancêtre des sextoys actuels. Et évidemment, ça, on va laisser libre cours à chacun d'imaginer quelle fonction pouvaient avoir éventuellement ces objets.
Au travers de ce paléolithique, il existe à l'heure actuelle une hypothèse qui est relativement intéressante. C'est une hypothèse médicale d'un anthropologue de l'université de Los Angeles, qui est l'hypothèse de Fessler. Et si j'en parle, c'est parce que je trouve que ça reste relativement interpellant de se rendre compte qu'à l'heure actuelle, on a certaines maladies, certains problèmes de santé qui sont connus du grand public, qui sont connus tant de la sphère médicale, bien sûr, que du grand public. Et ces problèmes médicaux ont parfois la particularité de sembler ne venir de nulle part et sans avoir finalement d'explication et sans avoir de solution. À l'heure actuelle, le syndrome dont je vais vous parler maintenant, vous le connaissez tous, parce que vous connaissez tous l'histoire de ces femmes à barbe qu'on exhibait dans les foires des siècles précédents. Et ces femmes à barbe, elles sont tout simplement le résultat du développement d'un syndrome qu'on appelle le syndrome des ovaires micropolykystiques. Actuellement, 10% des femmes dans le monde sont atteintes de syndrome d'ovaires micropolykystiques. Ce qui est très particulier, c'est que ce syndrome, la prévalence de celui-ci est équivalente tant aux États-Unis qu'en Australie, qu'en Iran, qu'en Espagne, qu'en Belgique, que dans tous les pays du monde. Et l'hypothèse de Fessler est de se dire que finalement, si la prévalence de cette maladie, qu'on connaît seulement sous sa forme de syndrome d'ovaires micropolykystiques depuis les découvertes de Stein et Leventhal en 1931, ces femmes à barbe ont probablement déjà existé préalablement. Et ce qui est assez interpellant, c'est que si on prend la représentation de la Vélus de Willendorf et d'une femme qui a un syndrome d'ovaire micropolycystique, on a une espèce de correspondance que Fessler ne fait pas, mais qu'on pourrait se poser en réflexion, en se disant, tiens, mais finalement, si ces femmes représentées par ces Vénus de Willendorf n'étaient pas finalement des femmes qui présentent un avantage qui pour l'époque était majeur. Pourquoi ? Parce que ces femmes qui ont un syndrome d'ovaire micropolycystique ont la fâcheuse tendance à ne pas ovuler régulièrement, et donc qui dit absence d'ovulation dit difficulté à procréer, et ce qui faisait que autant des chasseurs-cueilleurs, le fait de ne pas ovuler régulièrement signifiait qu'on n'était pas enceinte régulièrement et donnait un avantage sociétal. Et donc, selon l'hypothèse de Fessler, le syndrome des ovaires micropolykystiques serait un génotype d'épargne qui proviendrait probablement d'une mutation qu'on n'a pas pu et qu'on ne pourra probablement pas identifier à l'heure actuelle, qui serait née en Afrique il y a plus de 50 000 ans et qui aurait connu les phases successives de migration des populations au travers des continents, permettant de répandre cette pathologie comme étant, au temps de cette période de migration, un avantage sociétal majeur. Ces femmes accouchaient peu, elles étaient donc moins à risque de décéder, elles vivaient plus longtemps, et elles avaient donc par ailleurs une tendance à l'obésité qui leur permettait, de par la masse grasse, de survivre beaucoup plus facilement aux hivers auxquels ils étaient confrontés. C'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse qui a son charme, hein. Alors, on va avancer un petit peu dans le temps, arriver au néolithique, où là, si l'art va mettre en évidence une plus grande structuration que ce qu'on a connu préalablement, l'utilisation des silex et des outils qui sont caractéristiques du néolithique vont laisser de toute façon transparaître l'image d'une femme toujours opulente. Et donc, on reste dans cette conception de la femme et de l'image de la femme comme étant une femme fertile, ou du moins une femme gestante, avec des formes, et en général des formes plutôt, une obésité qu'on pourrait dire plutôt gynoïde, avec des hanches relativement larges. Alors que sait-on finalement du néolithique et de la représentation de la femme et de l'homme? On n'en sait pas forcément plus que ce qu'on sait du paléolithique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on s'attarde à connaître, et on se base sur certaines études, comme par exemple l'étude de Jean-Pierre Bocquet-Appel, où ils ont fait un recensement des cimetières néolithiques, on se rend compte que la proportion du nombre d'enfants enterrés dans ces cimetières était beaucoup plus importante qu'au paléolithique, et que probablement il y a eu une explosion de la population à cette période de l'ère humaine. Tout simplement, il était de coutume d'enterrer, en tout cas régulièrement, quand c'était des situations notamment de gestation où la mère décédée. Il y a énormément de traces à l'heure actuelle de ces mères qui sont décédées en couche et qui sont enterrées avec leur fœtus, ce qui permet de se rendre compte qu'on avait globalement 10% de plus de cimetières néolithiques au néolithique qu'au paléolithique. Et donc, il
pensent que cette augmentation de la natalité serait probablement due à la sédentarité. Le fait d'être dans une phase de migration fait que les femmes devaient en permanence s'occuper des enfants, allaiter ces enfants et aller, de par cet allaitement, espacer naturellement les naissances de façon plus conséquente. Au néolithique, le fait de devenir sédentaire raccourcit cette période d'activité de la femme et le statut social de la femme va changer progressivement en lui permettant justement de raccourcir ces périodes d'allaitement. Mais qui dit raccourcir la période d'allaitement dit augmenter le nombre de naissances et le phénomène explosif démographique probablement à l'origine de cette explosion de la population. On a donc peu d'informations par rapport à la fertilité, par rapport à la façon dont ça se passait. On a peu d'informations par rapport aux croyances de ces congénères. Somme toute, l'augmentation et le passage à cette sédentarité va par la suite déboucher sur des sociétés beaucoup plus construites, telles que les sociétés de l'Antiquité. Alors là, on va se rendre compte qu'on va passer d'un statut où la femme, visiblement, on va dire, a une importance considérable, puisque dans le paléolithique que dans le néolithique, les représentations de la femme sont extrêmement fréquentes. On va se retrouver à l'Antiquité avec un changement de philosophie et avec un passage de la société matriarcale à la société patriarcale. Alors je vais vous emmener en Égypte tout d'abord, où je me suis questionné sur finalement les habitudes de ces Égyptiens, les habitudes des pharaons, et surtout sur le rôle social tant de l'homme que de la femme. Et on se rend compte finalement qu'en Égypte, eh bien, les relations entre les hommes et les femmes sont relativement libres. La femme a une personnalité juridique à part, à part entière, pardon. Elle est propriétaire de ses biens, elle est propriétaire de ses bijoux. Elle est l'égale de l'homme, tant devant la mort que l'au-delà, et donc elle peut accéder au même statut que son conjoint. Mais quoi qu'il en soit, socialement, elle reste la femme qui reste au foyer et qui gère la maison. Et donc elle a un rôle, entre guillemets, on va dire, de soumission sans être forcément soumise, parce que ça n'est pas parce qu'on reste à la maison qu'on est soumise, bien évidemment. Mais elle a une image, on va dire, qui est plus en retrait par rapport à l'homme, qui reste monogame, mais qui peut parfois, quoi qu'il en soit, se permettre certaines dérives. Et le mariage, chez les Égyptiens, en tout cas, n'est pas un contrat religieux, c'est purement un contrat juridique, donc c'est établi de fait. Et le testament qui est effectué ne permet pas de déshériter un enfant ou l'autre, quel que soit le sexe de l'enfant. Alors, au temps des Égyptiens, malheureusement, certains étaient confrontés à l'infertilité et les croyances religieuses ont conduit pas mal de ces congénères à tout simplement décider de prier certains dieux. Et vous avez le dieu Min qui est vraiment le dieu de la fertilité. Et dans l'histoire, il est le dieu de la fertilité de l'homme. Il n'est pas le dieu de la fertilité de la femme. Ce qui donne quand même une idée un tout petit peu plus précise de l'implication et du rôle de l'homme dans l'infertilité et de la femme dans l'infertilité. Comme vous le verrez, ça va changer de façon très importante par la suite. Il y a bien sûr d'autres dieux, il y a Osiris, Sobek, Bès, bref, il existe plein de dieux qui ont tous un lien avec la fertilité, mais le principal est Min et s'adresse principalement aux hommes. Alors, chez les Grecs anciens, la situation, vous allez le voir, n'est pas très encourageante pour la femme, puisque la femme se marie en moyenne à l'âge de 15 ans, l'homme à l'âge de 30 ans, et l'homme a un rôle véritablement d'accompagnateur de la femme. C'est-à-dire que la femme va passer toute une série d'étapes de développement de l'adolescence à l'âge adulte, et elle est accompagnée de son conjoint qu'elle découvre le jour du mariage, puisque le banquet est organisé et on va amener la femme à la proximité de son mari qu'elle va découvrir ce jour-là. Et on va d'emblée connoter ce rite, entre guillemets, ce mariage, à des offrandes ou du moins à une symbolique complètement axée sur la fertilité. Donc le rôle de la femme chez les Grecs est très clairement lié à l'intérêt de la fertilité et à l'intérêt de la procréation. On va donc lui donner du gâteau au sésame, puisque le sésame aurait des vertus reproductrices, des dattes, des coins, et on va lui adjoindre à ça une condition sine qua non qui est le lendemain du mariage, une fois que la nuit de noces est passée, la création de la dot, la libération de la dot ne se fera que lorsque la femme aura donné un garçon à la famille. Et donc,
la connotation de la femme, enfin la représentation de la femme dans la Grèce antique est pas forcément très enviable. La littérature va nous donner des informations à ce sujet, et ainsi Euripide va décrire que la vie d'un seul homme sous le soleil vaut bien plus que celui de plusieurs milliers de femmes. Et donc ça en dit déjà très long sur la considération de la femme, d'autant plus que l'adultère n'est dans le chef que de la femme. Et donc seule la femme est responsable de l'adultère, et un grec qui surprend sa femme adultérine a le droit de demander le divorce, de se séparer d'elle et de tuer l'amant éventuel de sa femme. Et c'est la femme qui sera poursuivie et pas lui. Et donc il y a vraiment une connotation de culpabilisation de la femme et de soumission de la femme dans la société grecque qui est loin d'être enviable, bien sûr. Alors ça va plus loin puisque on considère que si la femme ne donne naissance à une fille, c'est que tout simplement elle a souillé l'essence, enfin elle a souillé la semence de son compagnon, et que à cause d'elle, il n'aura pas de descendant mâle, il aura une descendance féminine. Et donc, la naissance d'une fille est le résultat de la corruption du sperme par les essences féminines. On va donc très loin dans l'implication et l'image que la femme peut avoir, en tout cas dans la Grèce antique. Ça va au point où, si un homme ne reconnaît avoir une attirance sexuelle que pour les femmes, il peut être considéré comme peu viril, et ce qui explique aussi une partie de la représentation des éphèbes qu'on connaît tous grecs et des statues grecques, et la réputation qui était attachée à l'homosexualité dans cette partie de l'ère de l'homme, puisque l'attirance exclusive pour les femmes est une preuve de faiblesse, et donc en tant que tel, il fallait également avoir des amis hommes pour permettre de considérer être viril dans la société. Ils vont toutefois se référer à certains dieux, et on voit parfois la prétention de ces dieux. Ici, Priape, qui est évidemment le dieu, qui lui aussi n'est adjoint qu'à l'homme. La femme n'a pas de référent philosophique, enfin de référent spirituel. C'est l'homme qui va se référer directement à celui-ci. Alors il existe également Eros, qui est le dieu de l'attirance sexuelle, de l'amour et de la fertilité, de la beauté. Poséidon, Dionysos, Pan, bref, il existe énormément de dieux qui vont permettre à ces Grecs d'avoir une possibilité de trouver, en tout cas dans ces croyances, une solution à leur fertilité. Alors c'est aussi surtout l'épisode et la vie d'un illustre personnage de la médecine qui est Hippocrate, bien sûr. Hippocrate qui considère et qui précise bien et qui clarifie les choses, puisque l'homme est sec, musclé et ferme, et que la femme, elle est, comme vous le voyez, représentée par l'humidité, le poreux, le mou. Et donc globalement, ce qui est ferme, ce qui est résistant, c'est l'homme, ce qui ne l'est pas, c'est la femme. Et là, on va se retrouver avec une vision, et c'est peut-être la première fois où on entend parler, à proprement parler, de fertilité, d'une vision de la fertilité, puisque c'est à ce moment-là que Hippocrate considère que l'infertilité plutôt est un fléau. C'est le fléau que l'humanité doit porter, mais c'est un fléau de la société. C'est-à-dire que même si la femme est stérile, c'est le résultat de la punition des dieux, et la femme est stérile, la terre est stérile, les animaux sont stériles. Ce qui fait que c'est une punition divine, et on se retrouve là donc avec une représentation plutôt religieuse que médicale, même si Hippocrate va étudier et va essayer de comprendre ce qui se passe au niveau du corps de la femme pour expliquer cette infertilité. Alors la femme à ce moment-là, la femme stérile, qui n'est pas le cas actuellement, hein, on en discutera si vous voulez par la suite. Cette femme stérile, elle a un statut social particulier. Et donc, autant la femme, d'une façon générale, est mal considérée dans la société grecque, autant la femme stérile va prendre un certain statut, puisque c'est la représentante de la punition des dieux. C'est donc elle qui expie les fautes de l'ensemble de la communauté. Et donc, elle a un statut social qui devient un tout petit peu plus enviable, où il y a une certaine compassion pour cette femme qui est la représentante de la punition divine. On se retrouve donc là face à une situation qui impose
de trouver une solution, et la solution est vite trouvée, puisque si cette femme est infertile ou stérile, la terre l'est également et les animaux le sont, c'est une véritable catastrophe pour l'homme, avec un petit h, et donc on va sacrifier une jeune fille vierge pour permettre de restaurer la fertilité de la population. Et donc on va faire une offrande, et en offrande, plutôt que d'offrir un homme, on va offrir une jeune fille. Alors chez les Romains, c'est globalement la même chose, les croyances sont relativement proches, si ce n'est que la femme va être un tout petit peu plus libre dans sa vie au quotidien, elle va être mieux considérée qu'en Grèce, mais quoi qu'il en soit, la femme a comme objectif, a comme destinée de recevoir l'enseignement et une éducation de base qui va lui permettre tout simplement de devenir une épouse et une mère, et sa finalité sera celle-là. Elle peut faire référence à certains dieux, comme Cérès par exemple, et n'en vit pas du tout la condition de vie des Romains, des Grecs. Alors par contre, là c'est plus intéressant dans la conception et dans la philosophie même du développement de la société, puisque chez les Celtes, la femme a une position tout autre. Elle a une position où elle est totalement indépendante, elle est propriétaire de ses propres biens mobiliers, de ses bijoux, elle n'appartient pas à son mari, elle choisit librement son époux, et ça c'est quelque chose d'assez incroyable. La virginité n'est pas non plus un problème, contrairement aux Grecs, aux Romains ou aux Égyptiens. Chez les femmes celtes, là, il n'y a visiblement pas de problème avec la virginité. Et celui qui sera le chef de la famille, ce sera simplement celui qui possède le plus de biens. Donc la femme peut à ce point être l'élément central de la société, et a donc une position complètement différente que dans les positions, on va dire, dans les peuplades plus du Sud, où la femme a un statut peu enviable. La séparation se fait par consentement mutuel, chacun reprend ses biens, et donc elle ne perd absolument rien dans son divorce. Et le divorce se fait donc, comme je vous le disais, par consentement mutuel. Ça semble être la règle, même si le mari décide de quitter sa femme, il doit avoir de bonnes raisons de demander le divorce, sous peine de compensation. L'épouse peut faire la même chose, mais elle ne devra pas compenser son mari s'il y a preuve de maltraitance. Donc il y a un statut de la femme dans les peuplades celtes qui reste relativement différent de ce qu'on a entendu jusqu'à présent, et qui nous permet de nous rendre compte que finalement c'est une société peut-être un peu plus équitable, avec le fait que certaines situations conduisent quand même le mari à être volage, et ça ne peut se faire qu'avec l'approbation de la femme. Donc la femme vraiment est le point central de la société celte, et ça c'est un point relativement important. Et même chose, on va dans cette société tout simplement se référer à des dieux, comme le dieu ici qui est Cernunnos, qui a des bois de cerf au-dessus de la tête, et qui permet de restaurer la fertilité. Alors dans l'Antiquité, au travers de ces différentes sociétés, on a un peu des us et coutumes, des traditions en termes de fertilité, et parmi celles-ci, le test de la gousse d'ail reste quelque chose assez classique, et tant chez les Romains que chez les Grecs et chez les Égyptiens, on retrouve des traces de l'utilisation de ce test qui permettait de savoir si la femme était fertile ou pas. Et donc le principe est de mettre une gousse d'ail humidifiée la nuit dans le vagin de la femme, et si le lendemain son haleine sent l'ail, ça veut dire qu'il y a une communication entre l'utérus et la tête, et qu'il y a une possibilité d'obtenir une grossesse. Et donc c'est peut-être là le premier ébauche de la réflexion par rapport à l'axe hypothalamo-hypophysaire et ovarien. Et donc il y a déjà une réflexion sur le fait que malgré le fait que la femme est mal considérée, il y a un lien qui s'établit entre différents organes, et ça c'est quelque chose de nouveau, puisqu'on est loin des connaissances médicales qui vont nous amener au Moyen-Âge à décortiquer le corps humain et à comprendre et à découvrir ces liens. Et c'est sur base notamment de ce fameux test que naît toute la théorie de l'hystérie, finalement, que les psychiatres connaissent bien, qu'on connaît dans le cadre de l'hystérie sous un terme médical très particulier à l'heure actuelle. Mais une femme était dite hystérique lorsque le test de la gousse d'ail ne fonctionnait pas. Et c'est
anomalie de fonctionnement de ce test conditionnait le développement d'une réaction, et on considérait souvent l'hystérie finalement comme un problème directement, et je s'apprête à sourire parce que ça reste toujours, quoi qu'il en soit, je ne parle pas dans le cadre de l'hystérie, mais en termes d'infertilité, il existe bien sûr des causes physiques, des causes médicales, mais il y a aussi des causes psychologiques, et un individu n'est rien d'autre qu'un corps et un esprit qui induit évidemment un impact psychologique sur l'obtention des grossesses. Et donc, dès l'Antiquité, on va associer des troubles et des chocs psychologiques, des peurs, des terreurs, comme étant des causes potentielles d'infertilité et comme une cause potentielle d'anomalie à ce test de la gousse d'ail. Alors, au Moyen-Âge, je vous le disais, les découvertes anatomiques vont permettre de comprendre mieux le fonctionnement du corps humain, si ce n'est que l'Église va s'emparer évidemment des premières découvertes et va prendre position par rapport à ça, notamment en utilisant l'Ancien Testament. Et surtout, c'est le Père Jean Rollin qui, en France, va être le grand, on va dire, précurseur d'un changement de philosophie qui aura son implication, qui je pense a encore son implication au jour d'aujourd'hui. C'est que jusque-là, la femme était infertile parce que c'était la punition de Dieu ou des dieux. Maintenant, Dieu n'est pas mauvais, Dieu est gentil et Dieu n'implique pas de punition. Donc, la faute de la femme infertile reste la faute de la femme infertile. Et donc, on a complètement une modification de la situation qui fait que je pense encore qu'au jour d'aujourd'hui, et pour voir ça très régulièrement en consultation, souvent les femmes viennent seules en consultation parce qu'elles imaginent que dans la principale partie des causes d'infertilité, ce sont elles qui sont les principales responsables de l'infertilité. Or, je vous rappelle que c'est malheureusement plus souvent l'homme, puisque 70% des hommes à l'heure actuelle ont une anomalie au niveau du spermogramme. Et que donc on a plus souvent un traitement à proposer suite à une infertilité masculine que féminine. Mais dans l'inconscient collectif, c'est la femme qui n'arrive pas à porter la grossesse, c'est donc elle qui est toujours actuellement le vecteur principal de l'infertilité. Et donc, le Père Jean Rollin se base notamment sur le cas de Sarah qui enfanta Isaac, donc c'est la mère d'Isaac, qui est le résultat de 28 ans d'attente, d'infertilité. Et donc, il explique tout simplement au couple que l'attente va leur permettre d'obtenir la grossesse telle qu'ils le souhaitent. À cette période-là, la médecine et la religion sont un peu intertriquées, sont un peu mélangées. On se retrouve dans une situation où finalement, la médecine va servir dans un certain nombre de cas. Il va utiliser la théorie des humeurs, le sec, l'humide, le froid et le chaud. Et quand elle ne va pas pouvoir expliquer avec cette théorie la cause éventuelle d'un problème médical, elle va se référer notamment à la religion et, vous allez le voir par la suite, aux doctrines qui sont directement liées à ça. Un des grands personnages de la médecine, on va dire, de reproduction, finalement, n'est autre qu'Ambroise Paré, ce qui est toujours très amusant, puisqu'il a écrit en 1576, dans le livre qui s'appelle « De la génération de l'homme », il explique tout simplement ce principe d'humeur. Et donc, si vous relisez un peu ce qu'il dit, c'est que si la matrice est trop chaude, ça dissipe la semence et la brûle. Toute chaleur connaît aux femmes barbues, hautaines, félonnes, qui ont la voix grosse. Et là, on a déjà une première représentation de la femme à barbe. Et donc, on considère que les femmes à barbe vont être responsables de l'infertilité. La stérilité vient aussi d'une trop grande frigidité qui congèle et astreint la semence qu'elle aura reçue. Et donc, le fait d'être frigide est le résultat, est une cause d'infertilité déjà décrite au XVIe siècle. La matrice trop humide corrompt et suffoque la semence et ne peut la tenir à cause de sa grande lubricité et la laisse écouler. Eh bien voilà, la matrice trop humide va, et donc s'il y a une infection par exemple, empêcher justement la procréation. Et donc au travers de ces différents items, on va finalement retrouver les grandes causes d'infertilité qu'on traite à l'heure actuelle au quotidien. La matrice trop sèche consomme et dévore la semence et ne peut s'agglutiner à raison de sa trop grande sécheresse et densité. C'est typiquement les cas de défaillance ovarienne prématurée tels qu'on les appelle maintenant, ce qu'on appelle les préménopauses ou les ménopauses précoces anciennement. Donc vous voyez qu'au XVIe siècle, déjà, on avait une grande idée des principales causes d'infertilité
et on n'a malheureusement pas beaucoup progressé au final concernant les causes. Et comme je vous le disais, si la médecine ne peut pas l'expliquer sur base de la théorie des humeurs, elle va se référer aux péchés capitaux et elle va identifier des péchés capitaux comme étant à l'origine des problèmes rencontrés. Ainsi, une femme qui va pratiquer la luxure ne pourra pas retenir le sperme et donc une femme qui aura éventuellement une maladie sexuellement transmissible ne pourra pas procréer. La femme gourmande, ça va provoquer un excès de chaleur et ça brûle la semence. Donc la gourmandise, madame, si vous êtes trop gourmande, vous serez stérile. La colère, la paresse, l'orgueil, bref, les péchés capitaux sont tous utilisés et réutilisés. Et si les péchés capitaux ne permettent pas d'expliquer, ça n'est pas grave. Si Dieu ne peut pas trouver une solution, l'humain en trouvera une dans un autre fait et va se retourner vers la sorcellerie. Et on va donc considérer que, ces problèmes de fertilité, le fait que la femme soit stérile, provient d'une autre origine que celle simplement de la religion d'un péché capital ou d'une cause médicale, et donc on s'affaire à trouver les responsables et donc à ce moment-là à utiliser les pratiques magiques et notamment la sorcellerie. Toutefois, des traitements existent et les traitements proposés tant par les médecins de l'époque que par les religieux de l'époque sont pour certains intéressants, pour d'autres beaucoup plus douteux. Ainsi, on va par exemple louer certains saints, Saint Nicolas de Myre, Saint Anne, Saint Freluchot ou Saint Greluchon, qui vont permettre d'obtenir plus rapidement une grossesse. On va utiliser un rituel, se frotter par exemple le ventre contre le sexe du saint dont on doit auquel on doit se référer, gratter sa statue, tirer les cloches, symbole évidemment des testicules, ou manipuler dans les églises les verrous des différentes portes pour dire qu'on débloque tout simplement la chasteté et permettre l'obtention de la grossesse. Le pèlerinage est également une grande tendance à cette époque et on envoie comme ça les couples de préférence à la montagne avec un âne, ce qui donne l'impression d'un parcours initiatique un peu un peu comme Jésus et Joseph. Le but étant, dans ce contexte, de les faire marcher beaucoup et de les emmener au grand air. Et on sait que quoi qu'il en soit, l'exercice physique actuellement est encore un traitement qu'on propose aux patients. Et donc certaines choses sont parfois un peu particulières, d'autres tirent leur raison d'être dans quelque chose qui fonctionnellement va permettre d'aboutir à un résultat. Cet recours à la magie, ce recours aux alternatives va conduire également à l'utilisation des magiciens. Autant les sorciers avaient la responsabilité de la stérilité des gens, autant les magiciens allaient peut-être aider les gens et donc on trouvait recours à de la poudre de corne de licorne ou à des préparations magistrales comprenant de la poudre de corne de cerf associée à de la bouse de vache. On faisait des décoctions, on adjoignait ça à des ceintures de poils de chèvre et des testicules d'animaux divers qu'on mettait autour de l'abdomen pour permettre d'augmenter la fertilité. Les médecins ont donc travaillé à ce moment-là avec une conception tant religieuse que physiologique, on va dire, et proposé de corriger un excès d'humeur par l'excès inverse. Et donc, par exemple, si la patiente était flegmatique, si elle était dominée par le froid, on allait lui proposer des choses qui allaient lui permettre d'améliorer son métabolisme finalement, comme les liqueurs fermentées, le vin, le café, le chocolat. Tout ça, c'est toujours d'actualité parce que ce sont simplement des antioxydants et on en prescrit à l'heure actuelle et on en fait de la publicité à l'heure actuelle sous une autre forme puisqu'on a une forme maintenant pharmacologique entre guillemets et donc on paye ça 80 € par mois. Voilà, c'est un peu l'évolution même de ce genre de traitement. Le tempérament sanguin est colérique et donc si vous aviez une femme un peu difficile, vous lui faisiez une saignée, ce qui permettait un peu de la calmer. Et puis on employait également des plantes fertilisantes, la grenade notamment, qui est un fruit très particulier mais qui est connoté à la fertilité de façon importante parce que ces nombreuses graines font penser à ce qu'on connaissait à l'heure actuelle de la fertilité et donc on savait qu'il fallait des graines pour fertiliser. Comme la grenade contient beaucoup de graines, ça rappelait la possibilité
de fertiliser facilement. Et puis la mandragore qui est une plante assez intéressante, parce qu'il y en a beaucoup dans nos jardins à l'heure actuelle. Et la mandragore, le test de la mandragore était relativement simple. Chaque famille disposait de chiens. On prenait le chien le plus vaillant et un jour de pleine lune, on attachait le chien à la mandragore, ou du moins à la racine de la mandragore, à la base de la racine de la mandragore. Et on laissait le chien toute la nuit attaché à cette mandragore. Et le lendemain matin, le futur père venait voir un peu ce qui se passait et se rendait compte que si la mandragore n'était pas assez forte et donc pas assez aphrodisiaque et donc pas assez utile, cette mandragore, le chien aurait pu simplement se détacher facilement de cette mandragore et donc elle n'était pas utilisable. Si par contre le chien restait attaché toute la nuit à cette mandragore, c'est que la racine de mandragore était suffisamment forte pour améliorer sa virilité et lui permettait de l'utiliser. Et pourquoi la mandragore et pas une autre plante? Tout simplement parce qu'à cette période, on pratiquait la pendaison de façon très conséquente et que du temps des pendaisons, au moment d'une pendaison, il y a une érection et une éjaculation réflexe qui fait qu'au pied des potences, on avait des quantités de sperme selon les rites de l'époque assez importantes et qu'on trouvait énormément de mandragore au pied de ces potences. Et donc le fait d'avoir cette corrélation entre la mandragore et la semence des pendus permettait de penser que cette plante était relativement importante pour la fertilité. Alors, plus proche de nous, les temps modernes modifient complètement l'image de la médecine avec un passage d'une médecine hippocratique à une médecine qui va être plutôt clinique. Et là, on va commencer à s'interroger sur les causes, sur les raisons de l'infertilité. Et on a un premier personnage assez intéressant qui est William Harvey en 1651, donc milieu du XVIIe, qui est le premier à véritablement dire que pour qu'il y ait la vie, il faut un œuf et que tout vient d'un œuf. Et que donc, il pense que l'embryon est préformé dans cet œuf et que finalement, la semence de l'homme ne permettrait que raviver l'embryon qui est sain au sein de cet œuf. Le fait de raviver cet œuf, le fait de raviver permet à ce moment-là d'obtenir l'embryon, d'obtenir la grossesse. Et William Harvey est véritablement le père de ce qu'on va appeler les ophistes qui, pendant des décennies, vont défendre cette hypothèse corps et âme, et vont s'opposer à quelques années plus tard un illustre disciple de Laennec qui est à l'origine du microscope, qui est Nicolas Ortzwecker, qui en 1694 va, en utilisant le microscope, regarder de la semence et se rendre compte que finalement, peut-être qu'à l'intérieur de la semence, il y a ce petit être en devenir et que le petit être en devenir n'est pas dans l'ovocyte tel que ses prédécesseurs le disaient, mais plutôt dans le spermatozoïde. Et donc, on va se retrouver avec une bataille finalement entre un certain féminisme et un certain machisme, où on va défendre l'idée des ovistes ou des animaculistes, puisque ce scientifique, donc Ortsacker, va définir ces spermatozoïdes comme étant des animacules et non pas des spermatozoïdes. Le terme n'existe pas encore. Et on a donc à ce moment-là une confrontation entre ces deux mondes et il faudra près de 200 ans pour clore, entre guillemets, ce débat qui n'est finalement jamais totalement clos. En XVIIIe siècle, l'étude de Spallanzani permet de comprendre que pour une reproduction, il faut des rapports, mais il y a des semences mâles-femelles, comme on le savait de par les études qui ont été faites précédemment. Mais c'est la première fois où, en mettant des langes à des grenouilles mâles, il récupère la semence qu'il va lui-même inséminer à des œufs de grenouilles et il va se rendre compte qu'il obtient des larves et qu'il obtient des grenouilles. Et donc c'est véritablement la première fois où on effectue une reproduction en dehors du corps d'un animal. C'est vraiment la première fois où on fait une technique. Et Spallanzani était un moine qui a passé toute sa vie à essayer de comprendre ce mécanisme et qui a fait ça avec d'autres espèces par la suite. Et il faudra près de 100 ans pour que les Américains reprennent cette hypothèse et se l'approprient en modifiant celle-ci et notamment en réalisant des inséminations artificielles. Et il faut faire très attention dans les termes qu'on utilise parce que insémination artificielle signifie on prend le sperme, on le met dans le vagin,
ou sur le col de l'utérus, et ça se limite à ça, une insémination intra-utérine, on va prendre le sperme et on va le mettre dans l'utérus. Et donc ici, c'est les premières inséminations artificielles, donc on met le sperme dans le vagin de la femme, et il a pris 6 patientes, il a réalisé 55 inséminations, a obtenu une grossesse qui s'est soldée malheureusement par une fausse couche. Donc de l'hypothèse de Spallanzani à la technique de Sims, il y a une petite centaine d'années, et il faudra encore attendre un certain temps avant qu'on puisse aller plus loin dans cette technique de reproduction. Et je vous disais, la fin du questionnement par rapport à les animaculistes versus les ovistes, c'est tout simplement Oscar Hertwig qui, en 1875, en utilisant le microscope de Laennec, a tout simplement visualisé la première fusion entre un spermatozoïde et un ovocyte. C'est donc la première fois qu'on a pu comprendre que pour avoir un embryon, il fallait tant un gamète féminin, un gamète féminin qu'un gamète masculin. Et donc c'est la première fois où la fécondation a pu être réellement observée en microscope. Alors vous êtes assis, mais c'est une bonne nouvelle parce que l'illustre personnage dont je vais parler maintenant, qui est, on va dire, le père fondateur des techniques d'insémination, qui est Penn Coast, qui est un gynécologue américain de l'université de Philadelphie, a pratiqué d'une façon quelque peu particulière la première insémination avec du sperme de donneur. Donc jusque-là, on était dans le cadre où on prenait le sperme du conjoint, on le mettait dans le vagin et ça ne fonctionnait pas. Lui, il va plus loin, il se dit, allons voir un peu ce qu'on peut faire d'autre. Et donc, il prend en charge un charmant couple, madame a 31 ans, monsieur 41 ans, et il fait un bilan de fertilité, c'est ça tout son mérite, il analyse le sperme et il se rend compte que dans le sperme, il n'y a pas grand-chose. Il va donc proposer au couple, et on ne sait pas très bien pourquoi, il va proposer à la dame de l'endormir et de mettre le sperme de son mari dans l'utérus, probablement se disant que en passant l'étape du col, on aura une meilleure chance de fécondation. Et il va donc proposer à 6 de ses étudiants de l'accompagner pour cette technique, et en leur proposant cette participation, il va aller un peu plus loin puisqu'il va leur demander une participation plus qu'active. C'est-à-dire qu'il va demander à ces 6 étudiants en médecine de donner chacun un échantillon de sperme. La patiente dort et il va inséminer la patiente avec le sperme d'un des étudiants. Et 9 mois plus tard, naît l'enfant qui est le résultat de la première insémination intra-utérine, avec évidemment du sperme de donneur. Et il ne va pas le dire, évidemment, il va taire le secret, il va simplement convoquer le mari de la patiente et le mettre au courant. La patiente n'a pas d'importance, juste le mari, en lui disant « voilà ce que j'ai fait ». Et le mari lui dit « c'est très bien, j'ai un fils, c'est l'essentiel, je ne veux pas en savoir plus » et on va taire la situation. Jusqu'au moment où un des étudiants en médecine, 20 ans plus tard, va évidemment lâcher le morceau en expliquant que la situation était telle. Et il l'a fait principalement parce que la découverte avait un intérêt quand même scientifique, même si éthiquement c'est quelque chose qui n'est même pas envisageable à l'heure actuelle évidemment. C'est vraiment le basculement entre les conseils de fertilité et les traitements de fertilité. C'est vraiment sur ce problème éthique majeur que la médecine a progressé. C'est en 1950 seulement qu'on va appeler cette technique l'insémination. Jusque-là, ça reste une technique très très peu connue. Et seulement en 1957, nous aurons, lors du 17e congrès de la Fédération des sociétés de gynécologie et d'obstétrique de langue française à Paris, la reconnaissance de l'insémination comme un traitement. Donc le premier traitement officiel, c'est l'insémination avec le sperme du mari, qui est une méthode de traitement acceptable d'une stérilité conjugale. Et donc on limite déjà, on cadre déjà éthiquement un peu la façon de procéder, puisque dans cette phrase, on a le sperme du mari, donc ce qui sous-entend qu'il faut être marié, la méthode de traitement acceptable, donc on donne un jugement de valeur sur la méthode de traitement, et puis une stérilité conjugale, donc il faut être dans le cadre d'une stérilité conséquente pour pouvoir prendre en charge. Donc là, on a peut-être même le début de toutes les difficultés que la France va avoir par rapport à toute la progression de la médecine de reproduction, de par simplement la définition qu'on a fait de l'insémination et la limitation philosophique qui s'ensuit au travers de tout ça.
Alors c'est dans les années 50 et 60 qu'on va développer les traitements de stimulation maintenant des ovaires. C'est notamment en Israël qu'on va découvrir le citrate de clomifène et les gonadotrophines qui vont permettre la stimulation des ovaires. Et je serais tenté de dire qu'entre les découvertes des inséminations de Pentecost et la prochaine étape, qui est le 25 juillet 1978, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé en termes reproductifs, si ce n'est la stimulation ovarienne. 25 juillet 1978, moment clé, je pense, pour la médecine de reproduction, puisqu'on pourrait finalement dire que c'est vraiment à partir de ce moment-là que les techniques ont évolué, ont progressé. 25 juillet 1978, c'est la naissance de Louise Brown, premier bébé né d'une technique de procréation médicalement assistée par fécondation in vitro. Alors en fait, les premières tentatives datent déjà de 1930 et avaient été réalisées chez des animaux, et notamment en 1934, Gregory Pincus qui a la bonne idée de faire la première fécondation in vitro chez le lapin avec un succès, avec le franchissement de toutes les étapes qui permettaient l'obtention d'une grossesse. Malheureusement, en même temps, sort le livre d'Aldous Huxley qui s'appelle Le meilleur des mondes et qui est un livre qui a complètement bousculé l'évolution de la médecine de reproduction à ce moment-là, puisque le roman est un roman d'anticipation qui a la caractéristique tout simplement de décrire globalement ce que Gregory Pincus s'apprêtait à faire chez l'humain, à savoir que dans ce fameux roman d'anticipation, les enfants sont le résultat de fécondation qui s'effectue en laboratoire et sont conditionnés toute leur adolescence, toute leur vie, toute leur enfance à devenir des espèces de machines. Et donc automatiquement on se retrouve dans une situation où Gregory Pincus a véritablement eu de gros problèmes au travers de la communauté scientifique, pas tellement pour ses travaux, mais pour l'impact sociétal que le bouquin d'Aldous Huxley avait, puisque Times Magazine est allé jusqu'à dire la réalité dépasse la fiction, et d'inquiéter la communauté scientifique et d'induire une réaction auprès de cette communauté scientifique. Sur ce, d'autres Américains se sont emparés de l'affaire et ont essayé de développer cette technique, mais en faisant le moins de bruit possible autour de cette technique de préparation de la fécondation in vitro. Et c'est notamment John Rock et Miriam Menkin, qui est un couple de gynécologues, qui progressivement franchit les étapes de ces techniques de procréation médicalement assistée et de fécondation in vitro. Ils arrivent donc à récupérer les ovocytes, ils obtiennent des embryons, mais ne vont pas les transférer in utero. Ils ont trop peur de l'implication sociétale que ça représente, et la pression est telle qu'ils vont arrêter leurs travaux dans les années 40. À cette étape-là, ils n'iront pas plus loin, ils ne transféreront donc pas chez l'humain. Et en 1960, Robert Edwards, qui a d'ailleurs eu le prix Nobel en 2010 pour la découverte évidemment de la fécondation in vitro, va lui s'opposer carrément aux vagues de contestation de l'Église à la nouvelle technique. Et donc en Angleterre, il y a une prise de position très importante de l'Église. Lui à Cambridge dit « je ne m'en occupe pas et je vais continuer à reprendre les travaux, enfin je vais continuer à poursuivre les travaux de John Rock et de Miriam Menkin ». Et il va progressivement franchir lui-même les étapes avec un seul objectif qui est de transférer un embryon. Alors, on reviendra, si vous voulez, dans quelques instants sur comment se déroule un cycle de fécondation in vitro aujourd'hui. À cette époque, il faut savoir que, les techniques actuelles n'existaient pas, la laparoscopie n'existait pas, que donc le suivi d'ovulation ne se faisait pas par échographie. Et donc, on est dans une situation où, pour faire ce prélèvement d'ovocytes, et il l'avait déjà fait un certain nombre de fois sur certaines patientes, il faut que la patiente soit pile au moment de l'ovulation, au moment où vont effectuer une laparotomie, pour aller prélever simplement un ovocyte. Et donc le taux de fécondation sur un ovocyte est tellement faible qu'au final, eh bien, ça a mis un certain temps avant qu'il puisse obtenir un embryon et le replacer dans l'utérus et que cet embryon s'implante, puisque l'étape limitative au jour d'aujourd'hui en médecine de reproduction, c'est certainement l'implantation de l'embryon. Bref, il va arriver avec donc le 28 juillet 1978, ce qu'ils ont appelé en Angleterre le Super Babe, avec donc Louise Brown qui naît. Et donc il a fait ça en collaboration avec un gynécologue qui est le docteur Step2. Et à eux deux, ils ont utilisé cette technique, ils ont pratiqué cette technique de façon relativement conséquente chez pas mal de gens, pour finalement arriver à induire l'explosion du nombre de cas. Le deuxième enfant né d'une technique de PMA, c'est en Inde.
contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la confrontation du nombre d'enfants nés en Inde et des équipes de fertilité est toujours très particulière. Il faut savoir que ça fait partie systématiquement des meilleures équipes de médecine de reproduction au monde, malgré les difficultés qu'ils ont au niveau, je dirais, au niveau de leur propre société. C'est donc le 3 octobre 1978 que naît le deuxième enfant par technique de fécondation in vitro. Les États-Unis viendront et les Français arriveront quatrième, contrairement à ce qu'ils ont tendance à répéter et à dire. Alors, la fécondation in vitro est une technique qui, au début, imposait d'effectuer des laparoscopies, donc comme vous le voyez ici. Donc, les techniques ont très rapidement évolué en fonction des techniques chirurgicales. Le but étant de recueillir des ovocytes, et in vitro veut dire dans le verre, donc on va mettre les ovocytes dans un milieu de culture qui est une éprouvette en verre, avec les spermatozoïdes, ce qui nous permet d'obtenir des embryons et de retransférer les embryons dans l'utérus. Ces techniques ont la particularité de se baser sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, et je ne vais pas vous détailler ça ce soir, mais le but c'est en stimulant l'ovaire et en bloquant l'ovulation d'arriver à un recrutement de ces follicules, comme vous pouvez le voir ici par échographie. Et donc on se retrouve avec toutes les taches noires qui sont des follicules, contrairement à ce que Step 2 et Robert Edwards faisaient initialement, qui était simplement de prélever un ovocyte à la fois. Ici, par les traitements de stimulation et par l'utilisation de l'échographie qui est venue s'ajouter dans le traitement de la procréation médicalement assistée et de la FIV en particulier, vous savez récupérer, vous allez voir la croissance des follicules, des ovocytes, pour ensuite, par ponction transvaginale, donc on met une sonde dans le vagin de la patiente munie d'une aiguille qui va nous permettre d'aller ponctionner les follicules, vous allez récupérer les ovocytes que vous allez mettre en fécondation avec les spermatozoïdes, ce qui va vous permettre ensuite de transférer les embryons obtenus dans l'utérus. Alors c'est une technique qui est très prometteuse et beaucoup de gens à l'heure actuelle sont toujours frappés par les pourcentages de chances de grossesse, notamment des stars américaines, et donc beaucoup de couples arrivent en consultation à 40, 42, 43, 44, 45 ans en disant on vient pour faire de la fécondation in vitro. On leur dit toujours qu'on n'est pas plus fort que la nature et certainement pas plus fort que les ovocytes et le sperme du couple. Et vous voyez sur ce graphique que en mauve clair, vous avez le taux de grossesse, en plus foncé, le taux de naissance, parce qu'en fécondation in vitro, votre risque de fausse couche, il est le même que naturellement. Et donc, ça veut dire que vous pouvez avoir un test de grossesse positif et ne pas aboutir à une grossesse quoi qu'il en soit. Ben, vous voyez que quand une femme a 25 ans, ce qui est la première colonne, elle n'a quand même que 48% de chances d'avoir un test de grossesse positif. Vous voyez aussi que quand une femme a entre 41 et 43 ans, elle va avoir 18% de chances de grossesse positive et seulement 6% de naissance. Donc la technique de procréation médicalement assistée par fécondation in vitro est une technique très intéressante, mais malheureusement, elle se limite à un certain nombre de pourcentages de chances de grossesse et n'est certainement pas la solution à toutes les infertilités. Alors, ces pourcentages sont très largement influencés par la possibilité de congeler des embryons. Le fait de pouvoir congeler des embryons permet d'éviter de refaire la totalité du traitement. Si vous faites un traitement et que vous obtenez 7 embryons et que vous n'utilisez que 1 ou 2 embryons et que vous ne gardez pas les 5 suivants, vous comprenez très vite que votre pourcentage de chance de grossesse va diminuer de façon importante. Et donc la congélation était quelque chose de très important pour permettre d'induire une augmentation de ces pourcentages de chance de grossesse et d'obtenir ceux que nous avons vus. Donc, ce que nous avons vu, c'est congélation d'embryons y compris. Et c'est donc Transon, donc un Australien, qui a obtenu les premières grossesses sur des embryons congelés. Et comme à chaque fois, dès qu'une limite est franchie, ça induit une réflexion par rapport à l'utilité qu'elle peut avoir. Et donc, la congélation des ovocytes, même si elle a été faite dans un premier temps pour aider les couples infertiles à augmenter leur pourcentage de chances de grossesse, très vite, ça a permis aussi de recourir à d'autres techniques et de développer d'autres alternatives de procréation. C'est notamment le don d'ovocytes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une femme n'a pas une qualité ovocytaire importante, si une autre femme lui donne ses ovocytes peuvent être transférés une fois qu'ils sont fécondés avec le sperme du conjoint
dans l'utérus de ce qu'on appelle la receveuse. Et donc le don d'ovocytes s'est développé à partir de 1983 et reste actuellement une technique de choix. Et donc toutes les actrices américaines qui ont plus de 40 ans et qui sont enceintes de jumeaux, c'est systématiquement issu de dons d'ovocytes et pas de fécondation in vitro. Et ça, c'est une notion qui, dans la population, est très tenace et on a parfois énormément de difficultés à faire comprendre aux gens que malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre à leurs attentes avec des techniques classiques. Alors, le don d'ovocytes, on a deux grandes techniques de don d'ovocytes. On a ce qu'on appelle le don dirigé. Une donneuse donne pour une receveuse. Et donc, une femme va donner ses ovocytes qui vont être fécondés par les spermatozoïdes du conjoint et transférés dans l'utérus de la receveuse. Ça donne proportionnellement un pourcentage de chance de grossesse qui est fonction de l'âge de la donneuse. Plus la donneuse est jeune et plus vous avez de chances de grossesse. Plus elle sera âgée et moins il y a de grossesse, bien sûr. Dans le cadre du don qu'on appelle non dirigé, qu'on appelle anonyme surtout, parce que le problème du don dirigé, c'est que la donneuse connaît la receveuse et donc qu'il existera potentiellement un lien entre l'enfant qui va naître et la donneuse d'ovocytes, ce qui complique évidemment parfois la dynamique familiale. Dans le cadre du don anonyme, la donneuse qui devait initialement donner pour une receveuse ne va pas donner pour celle qu'elle connaît, elle va donner de façon anonyme pour d'autres femmes. Et ces femmes qui sont des anonymes vont elles-mêmes amener une donneuse qui permet de démultiplier la possibilité d'obtenir des embryons frais. Et là, à ce moment-là, on va passer à 80% de chances de grossesse. Donc, le don d'ovocytes, et c'est pour ça qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, permet à ce moment-là d'augmenter de façon très conséquente les taux de grossesse. Parallèlement à ça, deux grandes techniques se sont développées puisqu'on a atteint la limite, on n'a plus congelé des embryons. Allons plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire de ces embryons avant de les transférer? Et la réponse a été de faire du diagnostic préimplantatoire, donc la possibilité de biopsier, d'enlever 2 cellules d'un embryon qui est en développement et qui est donc au stade de 4 à 8 cellules. Vous prélevez 2 de ces cellules et vous allez analyser par des techniques génétiques, notamment des techniques de fiches et ainsi de suite. Vous allez analyser pour voir si l'embryon est porteur d'une malformation, enfin d'une anomalie génétique ou chromosomique qui est potentiellement délétère. Alors évidemment, vous imaginez que si on ouvre cette porte-là, ça a des implications éthiques majeures parce qu'il n'y a plus de limite à la possibilité des informations que l'on peut avoir de ces embryons. Et donc on a régulièrement des gens qui viennent parce ils ont 3 garçons, ils veulent une fille, et donc ils demandent si c'est possible d'effectuer du diagnostic préimplantatoire, mais c'est surtout utilisé évidemment dans des cas particuliers, et notamment dans ce genre de situation, de maladies qui sont toutes les plus graves, quelles qu'elles soient. Et donc, clairement, c'est une technique qui permet d'éviter la transmission d'une maladie grave dans la descendance. Il faut savoir que certains pays sont très, très réfractaires à l'utilisation de ces techniques, comme l'Allemagne, par exemple, parce que pour eux, on est à la limite de l'eugénisme et que, de par leur passé historique, ils ont énormément de mal de lever ce genre d'interdit. Donc, régulièrement sur Bruxelles, nous avons des patients allemands qui viennent effectuer ce genre de traitement. La congélation d'embryons, je ne vous ai pas dit que c'était carrément pratiquement impossible en Italie. Et ça, c'est depuis Benoît XIX qui estimait que la congélation d'embryons était tout à fait contre nature. Et donc, il nous a permis de gagner énormément de temps dans le cadre du développement de la recherche, puisqu'on essayait depuis très très longtemps de congeler des ovocytes et non plus des embryons, parce que parfois vous faites un traitement de fécondation in vitro et que le patient ne sait pas donner son échantillon de sperme le jour de la fécondation, et vous vous retrouvez avec des ovocytes qui représentent 1 mois de traitement dont vous ne saviez rien faire. Donc le fait de congeler les ovocytes était quelque chose qui était extrêmement, dans les projets de nombreux laboratoires, et l'arrivée de Benoît XIX interdisant la congélation d'embryons a donné un bon coup de pied dans la recherche médicale, et les gynéco-italiens et les biologistes italiens se sont dit, mais ok, si on ne peut plus féconder que 3 ovocytes, que va-t-on faire des autres? Il faut qu'on arrive à les congeler, et c'est comme ça que la congélation d'ovocytes maintenant se développe de façon conséquente. Mais qui dit congélation d'ovocytes dit que si on peut congeler des ovocytes pour un couple infertile, pourquoi ne peut-on pas le faire pour une femme qui ne l'est pas? Et une femme qui demanderait cette congélation d'ovocytes, pourquoi ne le ferait-on pas?
Et donc on part dans le travers inverse, qui est la situation américaine des universités où on propose, et vous avez des centres de fertilité qui sont attenants à ces universités, ou du moins qui ont fait une grande publicité, pour que toutes les femmes qui débutent leur carrière universitaire ou qui débutent leurs études universitaires fassent une congélation d'ovocytes. Et donc elles demandent un prélèvement d'ovocytes qui est congelé, et une fois qu'elles sont stabilisées dans leur vie, vers 40 ans, elles vont demander une décongélation de ces ovocytes avec une fécondation et l'obtention d'une grossesse à un âge plus tardif avec des gamètes qui datent d'il y a 20 ans. Et donc, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a une solution, et l'homme a la particularité d'à chaque fois trouver une solution au problème qui est sous-jacent, mais avec évidemment une dérive potentielle derrière tout ça. Alors, grande première mondiale en 1992 par une équipe belge, l'équipe de la VUB et du professeur Van Stertegem, qui est la première micro-injection. Et donc, face à ces hommes infertiles qui ont une anomalie du sperme très conséquente, le fait de prendre le spermatozoïde et d'aller le mettre directement dans l'ovocyte permet de résoudre le problème de la fécondation. Et donc on se retrouve avec, à l'heure actuelle, en Europe, 70% des techniques de fécondation in vitro qui sont effectuées de cette façon. Ce qu'il faut toutefois savoir, c'est que ça augmente le risque d'anomalie chromosomique, puisque les enfants qui sont issus des techniques de micro-injection ont un risque d'anomalie chromosomique qui passe de 0,6% à 1,4%, de 0,4% à 1,6%, ce qui multiplie par 4 le risque d'anomalie chromosomique. Et les garçons qui naissent de ces techniques ont plus de risque de développer une malformation du pénis, et on passe de 0,2% à 0,7%. Donc on multiplie ces anomalies par 3. Raison pour laquelle il est vraiment indispensable d'avoir une réflexion sur l'intérêt de l'utilisation de ces techniques et la bonne adéquation à l'utilisation de ces techniques. Alors je vous disais, jusqu'au moment où on ne savait pas congeler les ovocytes, on se posait la question de savoir ce qu'il fallait faire de certaines patientes qui compliquaient au cours du traitement de fécondation in vitro et qui faisaient ce qu'on appelait de l'hyperstimulation. Et pour résoudre ce problème d'hyperstimulation, certains se sont dit, on va tout simplement prélever les ovocytes avant qu'ils soient à maturité. On prend ces ovocytes et on va les maturer in vitro. Et puis en 2003, la première naissance d'une grossesse de cette façon. Et ça, je dirais que c'est évidemment une prouesse technique qui a son intérêt en termes scientifiques, mais qui aboutira probablement à une dérive à un moment ou à un autre, à un endroit sur cette planète. Deuxième grande première mondiale belge, la transplantation de tissus ovariens. Alors, c'était réalisé par l'équipe du professeur Denet à Saint-Luc. C'est une patiente montoise, par ailleurs, qui a malheureusement développé un lymphome quelques années auparavant. Et cette dame qui était donc présentait ce problème de lymphome s'est retrouvée confrontée à devoir avoir de la chimiothérapie. Et cette chimiothérapie potentiellement pouvait induire une infertilité, ce qui est le cas principalement pour les leucémies et les lymphomes, qui sont deux types de cancers pour lesquels les chimiothérapies qu'on utilise vont être très gonadotoxiques. Et donc cette dame a une congélation d'ovocytes, donc on lui a prélevé un ovocyte entier qu'on a congelé. Et une fois sa phase de rémission, une fois guérie, on a pris la moitié de l'ovaire et on est venu le réimplanter à l'endroit où il était initialement, ou plus ou moins. Je vous épargne les détails. Et l'ovulation a repris son cours, ce qui a permis d'avoir une ovulation spontanée et d'avoir la naissance du premier enfant au monde né de ces techniques de PMA. Quelques mois plus tard, une autre patiente montoise, mais cette fois-ci prise en charge à Erasme, a également eu le même parcours. Et cette fameuse deuxième patiente, elle a eu 2 enfants de cette technique. Il y a donc maintenant, en tout et pour tout, une bonne trentaine d'enfants qui sont nés dans le monde de cette technique de transplantation et qui changent complètement le pronostic de ces patients cancéreux, avec maintenant un gros projet d'étude à Saint-Luc, où là, on effectue la préservation des testicules des enfants prépubères qui doivent avoir de la chimiothérapie. Et donc là, on est vraiment encore dans une étape supplémentaire de la préservation de la fertilité. Et pour tout vous dire, on m'a encore contacté aujourd'hui à l'hôpital pour m'occuper d'un patient de 28 ans qui présente un lymphome et chez qui il faudra préserver la fertilité. Et donc la préservation de la fertilité, c'est véritablement quelque chose qui se développe de façon très conséquente. Alors, chose importante, c'est qu'il y a une loi en Belgique, et cette loi, elle résulte de toutes ces avancées technologiques ou de cette technicité.
des textes de loi, 2 textes de loi et beaucoup d'arrêtés royaux, et je ne vais pas tous vous les présenter parce que je pense qu'on en a pour un bout de temps. Mais somme toute, 2 choses très importantes, c'est que la recherche sur les embryons fait partie d'un texte. Il y a un texte de loi reprenant la recherche sur les embryons qui date de 2003, et il existe un texte de loi sur la procréation médicalement assistée à proprement parler et la destination des embryons surnuméraires et sur la recherche dans le cadre de ces embryons. Donc en Belgique, on ne fait pas ce qu'on veut. Le clonage, par exemple, est totalement interdit. Et on a toute une série de limitations, comme une limitation de l'âge de la femme, pas de l'homme, mais de l'âge de la femme. Il n'est donc plus possible de prendre en traitement de procréation médicalement assistée des femmes au-delà de 45 ans, si ce n'est qu'on peut transférer des gamètes qui auraient été congelés avant, soit des ovocytes, soit des embryons, jusqu'à la veille du 48e anniversaire. On peut ne pas accepter tout le monde en clinique de fertilité. La loi le permet. Il existe une clause de conscience que malheureusement on utilise encore très régulièrement dans les centres de fertilité. Et donc on n'accepte pas tout le monde. On refuse énormément de patients, ou du moins on en refuse certains, pour des situations qui sont parfois très problématiques sur le plan psychologique ou sur le plan social, avec des situations très très compliquées. Et donc nous devons le faire, mais en invoquant une raison et en respectant un délai et en respectant le cadre de la loi. On doit toujours faire un bilan de fertilité, tant chez l'homme que chez la femme, et donc c'est une problématique de couple et c'est défini dans la loi. Il existe des examens effectués qui sont très bien précis et qui nous imposent parfois de faire des tests génétiques avec l'accord évidemment des patients. Nous sommes confrontés à l'obligation de faire remplir notamment une convention PMA, donc une convention entre l'hôpital, le médecin et les patients, et donc ils sont tenus de suivre la réglementation tout comme nous, et nous sommes contrôlés très régulièrement, et il existe une législation concernant tant les gamètes que sur la destinée des embryons, sur les embryons dits surnuméraires, sur l'implantation de ces embryons. Et donc avant tout traitement de fécondation in vitro, le couple va devoir expliquer ce qu'on va faire des embryons, sachant que la politique du nombre d'embryons transférés est définie dans le texte de loi et que nous ne faisons pas ce que nous voulons. Et donc nous retrouver confrontés à des situations de transfert d'un très grand nombre d'embryons, ça n'est pas possible puisque nous ne pouvons transférer au maximum en Belgique que 3 embryons par tentative, et ça n'est que dans certains cas. Comme vous pouvez le voir, c'est au-delà de 36 ans, et c'est lorsqu'on a déjà au moins 3 tentatives et que la qualité embryonnaire a un score tel qu'on est obligé de proposer le transfert de 3 embryons. On encourage toujours à ne pas en transférer 3 en raison du risque de grossesse triple et des complications qui sont directement liées à ça. Alors, point très particulier, c'est... Je vais aller trop vite, je pense. L'affectation des embryons. Et donc, il faut savoir que, et c'est le premier rencard de la DIA, en Belgique, il est possible d'effectuer ce qu'on appelle de l'implantation post-mortem. Tant pour les spermatozoïdes congelés que pour les ovocytes congelés finalement, et que pour les embryons. Si un des 2 auteurs du projet parental décède, ils doivent préalablement au traitement préciser quelle est la destinée des embryons. À savoir, ils vont les détruire, ils vont les donner à un autre couple, ils vont les donner à la science, mais il est possible d'effectuer du transfert post-mortem. Et donc du transfert post-mortem, ça signifie qu'au plus tôt 6 mois après le décès du patient, au plus tard 2 ans après, ce patient peut demander, enfin le patient survivant, tant l'homme que la femme, peut demander l'utilisation des gamètes et le transfert des gamètes chez un autre conjoint. Et donc ceci est bien fixé dans la loi et nous impose quand même pas mal de réflexions éthiques quand on est confronté à la situation. Et moi, pour ma part, j'ai été confronté 2 fois où des patients décédaient en cours de traitement. Et donc nous avions des gamètes congelées, ce qui est évidemment toujours très problématique pour la femme de poursuivre un désir de grossesse dans une phase de deuil avec un père qui ne sera pas là. La gestation par autrui, vous connaissez tous les mères porteuses, eh bien le texte de loi ne précise rien en Belgique, il n'y a pas donc de texte à proprement parler.
il y a une certaine liberté à ce sujet, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas d'informations précises. Et donc 2 centres pratiquent ça en Belgique francophone, un centre en Flandre. Le non-respect impose des sanctions pénales qui peuvent aller jusqu'à 10 000 € d'amende et 5 ans de prison. Donc ce n'est pas non plus négligeable d'appliquer cette loi, ce n'est pas aussi simple que ça. Et comme je vous le disais, le devenir des embryons doit être prédéfini dans ce texte de loi. Ce texte de loi ne précise pas de limite d'âge pour l'homme, ne parle pas de l'homoparentalité, ne parle pas du don de sperme, de don d'ovocytes, du transfert post-mortem, il donne la possibilité. Mais on se retrouve fréquemment aussi avec des demandes beaucoup plus compliquées, notamment des demandes de patients en fin de vie, des demandes de mères porteuses, comme je vous le disais, de coparentalité. Donc la coparentalité, c'est quand vous avez un couple, du moins 2 personnes qui se présentent en consultation et qui n'ont pas de lien d'intimité. La loi précise que pour prendre en charge, il faut qu'il y ait un lien d'intimité, mais ne précise pas ce que c'est qu'un lien d'intimité. Et des coparents, c'est typiquement un couple homosexuel homme, un couple homosexuel femme qui demandent ensemble d'avoir une fécondation pour obtenir un enfant. Et ce sont toujours des demandes qui sont difficiles à prendre en considération parce que autant dans le cadre de l'homoparentalité, vous avez 2 femmes qui demandent à recourir à une procréation, il y aura toujours pour l'enfant 2 identifiants parentaux. Dans le cas des coparentalités, vous avez 4 identifiants parentaux et donc vous avez 8 identifiants coparentaux du 2e degré. Vous avez 8 grands-parents. Et donc automatiquement, ce sont toujours des demandes où notre travail avant tout a pour but de s'interroger sur la place de l'enfant dans la famille en constitution. Alors j'ai été confronté aussi à une demande de congélation de sperme chez un transsexuel qui voulait changer de sexe et qui voulait par la suite utiliser son sperme à d'autres fins. Donc vous imaginez les réflexions qui sont derrière tout ça. 5e grossesse, mais déjà 5 enfants placés. Demande d'avoir un fils à 76 ans. Ce sont des demandes qui sont ici, proches de chez nous, enfin qui sont chez nous, et donc qui imposent évidemment des réflexions. Et puis évidemment, on a toutes les transgressions que vous connaissez, où cette dame qui avait déjà 2 enfants vivait seule avec ses 2 enfants et a demandé le transfert de 8 embryons. Ça s'est soldé par 8 enfants qui sont nés, et évidemment toute la complexité que ça représente d'avoir 8 enfants d'un coup, et qui sont 8 enfants prématurés. Les dérives comme cette femme de 62 ans qui a obtenu 2 enfants, 2 jumeaux. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est qu'elle est décédée 2 ans plus tard d'un cancer de l'estomac qu'elle avait probablement déjà au moment de la grossesse. Cette histoire que beaucoup d'entre vous connaissent de ce transsexuel qui s'est transformé de femme en homme et qui a obtenu plusieurs enfants aux États-Unis. Ce couple d'Indiens qui sont les plus vieux parents de la planète puisqu'ils ont 72 et 77 ans. Évidemment, toutes les dérives existent. Et puis, il y a toutes les techniques toutes nouvelles pour lesquelles on n'a pas encore un recul évident, où on va aller remplacer le noyau d'un ovocyte dans un autre ovocyte. C'est ce qu'on appelle l'applaudisation. Et donc, vous avez un embryon qui résulte d'un œuf d'une femme, d'un ovocyte d'une autre femme et d'un spermatozoïde du conjoint, ce qui donne 3 origines d'ADN différents dans une seule cellule, ce qui, en termes médicaux, pose quand même pas mal de réflexions. Vous avez également ce qui se pratique chez l'animal, qui est de la récupération sur base de cellules de peau. Ces cellules de peau, on connaît le programme génétique qui permet de transformer ces cellules, ces cellules qui sont pluripotentes et qui sont des cellules embryonnaires en cellules de peau, en spermatozoïdes ou en ovocytes. Et donc on sait quel est le programme inverse de ces cellules de peau pour les faire redevenir des cellules embryonnaires et les redévelopper dans une autre lignée cellulaire. Ça se fait chez le rat, on a pu produire des spermatozoïdes de cette façon. Et donc là, on est en train d'attendre que quelqu'un puisse dire l'avoir fait, et les Japonais pour l'instant travaillent très fort là-dessus et probablement vont arriver à leur fin. Et puis évidemment, il y a l'histoire très connue de Dolly, qui est le résultat d'un clonage chez l'animal. Il faut savoir que énormément d'animaux ont été clonés, que dans de nombreux pays occidentaux, le clonage est interdit,
mais que dans d'autres pays, ça ne l'est absolument pas, et qu'un jour ou l'autre, probablement, on sera confronté à ce genre de problème. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. D'arriver jusqu'aux questionnements actuels, notamment sur les questions éthiques. Et je vous cède immédiatement la parole pour ces réflexions ou des questions. Bonsoir. Oui. Bon, ça c'est une question assez finalement classique parce que tout le monde se dit mais comment est-ce qu'ils font pour... Enfin, je veux dire, on se retrouve dans une situation où c'est très très problématique quand on fait de la PMA au début. On vient avec, je dirais, ses a priori. Et donc moi le premier, hein, j'avais comme tout le monde des a priori quand j'ai commencé la médecine de reproduction. Je suis arrivé à Erasme et on m'a dit voilà, tu dois faire l'insémination de ce couple, monsieur est séropositif. Et je me disais mais c'était en 2002, donc il y a du recul maintenant par rapport à la science et par rapport à tout ça. Et à ce moment-là, on se dit, mais comment est-ce qu'en étant séropositif, du moins moi en étant séropositif, comment est-ce que je pourrais me projeter dans une grossesse avec éventuellement un futur orphelin, puisqu'en 2002, on n'était pas dans la caractérisation de maladie chronique dans le cadre du sida, on était tout à fait dans la maladie mortelle. Et puis quand je suis retrouvé confronté au couple, j'ai eu aucune difficulté pour le faire et en 3 secondes, tous les a priori que j'aurais pu avoir ou que j'avais, se sont effondrés mais très rapidement. Et là, vous êtes confronté à un monsieur qui est le résultat du scandale du sang contaminé en France et qui en France est refusé partout où il s'est présenté. Et vous faites l'insémination de ce monsieur qui a fait une insémination avec du sperme lavé où vous réduisez le risque de propagation du virus de façon très importante. Et là, vous vous rendez compte que, quelque part, qui suis-je pour refuser qui que ce soit? Et donc, vous avez tendance à dire, moi j'accepterai tout le monde. Et puis, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas non plus. Parce que malheureusement, il faut inéluctablement penser au bien-être de l'enfant. Et donc notre réflexion, c'est toujours celle-là. Et donc on travaille en équipe autour de ça pour se dire, voilà, cette demande, on est capable de l'accepter ou on n'est pas capable de l'accepter. Et donc on travaille avec une assistante sociale, on travaille avec une psychologue. Alors chez nous, ici à Mons, tous les couples sont obligés de rencontrer la psychologue. Ce n'est pas le cas partout. Il y a des hôpitaux où c'est un pédopsychiatre et des hôpitaux où on ne rencontre pas de psychologue. C'est le médecin qui décide seul dans son cabinet s'il poursuit la demande ou pas. Et nous, on le fait en équipe parce que c'est peut-être un peu l'âge, mais ça permet d'avoir plus de facilité pour aussi pouvoir dire non. Parce que dire non, c'est très difficile, humainement très difficile. Mais vous êtes confronté à des demandes où vous ne pouvez pas dire oui. Et parmi ces demandes que nous avons eues ici à Mons, on a été confronté par une demande d'un couple où on a très vite senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et on a découvert peu de temps après, alors qu'on n'avait pas accepté de les prendre en charge, qu'ils étaient tous les deux poursuivis pour pédophilie. Et là, vous avez une responsabilité morale énorme. Et donc, à chaque moment, quand on a un couple en face de soi, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment dire oui sans aucune retenue? Et c'est pour ça qu'on travaille en équipe avec les assistantes sociales, avec les psychologues. Et ce qui se passe en général, c'est que les couples vont avoir des discours totalement différents en face des 3 intervenants. Et donc, en général, face aux médecins, ils n'abordent pas les difficultés qu'ils pourraient avoir. Ça va venir chez la psychologue et chez l'assistante sociale. Et souvent, les histoires entre l'assistante sociale et la psychologue ne sont pas du tout les mêmes. Alors, on a été confronté à une femme de 42 ans qui pleurait en consultation chez moi en disant voilà, c'est vraiment important pour moi culturellement d'avoir un enfant. Et puis chez la psychologue, elle avait expliqué que
Elle s'était mariée religieusement au Maroc et puis chez l'assistante sociale, elle a expliqué qu'en fait son compagnon, elle ne le connaissait pas et que c'était un mariage arrangé et que monsieur était trafiquant de drogue. Et là, même chose, vous vous retrouvez avec une responsabilité morale de conduire un projet de grossesse dans un couple qui va potentiellement mettre l'enfant en souffrance. Alors en effet, on peut se tromper. Hein, et on peut parfois refuser des couples. C'est pour ça que la clause de la loi dit que si on refuse, on doit réaiguiller les gens vers un autre centre à leur demande. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'à ce moment-là, on les envoie éventuellement vers un autre centre de fertilité, on leur donne la liste et ils peuvent réintroduire leur demande qui va parfois être vue de façon totalement différente. Et quand vous renvoyez vers un autre centre, vous donnez les raisons pour lesquelles vous avez refusé ou non? Donc, nous, on donne simplement la liste des centres. On n'est pas obligé de donner on doit expliquer au couple pourquoi on les refuse, bien sûr. Donc, en général, on se fait insulter et ça ne se passe pas très, très bien. Parce que les gens ne tolèrent pas qu'on leur dise non et ils ne comprennent pas toujours pourquoi on leur dit non. Mais voilà, c'est comme ça. On leur donne l'information en disant, voilà, on peut vous donner la liste des autres centres. Et on transmet les informations et la copie du dossier pour qu'ils puissent faire poursuivre leur demande dans un autre centre. D'autres questions ou réactions? Alors je vais juste peut-être rajouter un point supplémentaire, parce que ça c'est vraiment tout récent. Ça fait partie de la science-fiction, mais la science-fiction a dépassé la réalité puisque depuis maintenant moins d'un an, depuis plus d'un an, pardon, depuis 2 ans, l'université de Stockholm a obtenu un droit du comité d'éthique de l'université de Karolinskaya pour effectuer de la transplantation d'utérus. Et donc ça, c'est quelque chose de tout récent et tout neuf, mais pour l'instant, ils ont obtenu un accord pour la transplantation de 10 utérus. Et ils ont effectué 8 des 10 transplantations et obtenu 5 grossesses et 4 enfants sont nés de cette technique. Donc on est encore dans une ouverture vers une autre technique de procréation, puisque ici on n'est plus dans une technique de procréation médicalement assistée, on est dans une technique chirurgicale pour réparer un organe ou pour du moins traiter un organe manquant. Et avec une porte ouverte qui interpelle très fort au niveau scientifique et éthique, qui est l'ouverture vers la transsexualité et vers la transplantation d'utérus à des transsexuels. Et donc ça, c'est à l'heure actuelle là où on en est dans la réflexion. Et c'est quelque chose en tout cas qui va dans les années et dans les mois à venir certainement faire parler, en tout cas occuper l'actualité de façon relativement importante. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question sur quels sont les taux d'échec de la FIV? Les raisons d'échec? Les causes. Les taux, pardon. Les taux de succès de la FIV? Les taux d'échec plutôt. Les taux d'échec sont l'inverse des taux de succès. Donc ici, on va dire que si on prend une femme de 41 ans, on a 18% de chance de grossesse. À 25 ans, on a 48%. Donc on a une chance sur 2 à 25 ans d'aboutir en fécondation in vitro. Donc on a quand même une chance sur 2 que ça ne fonctionne pas. Donc on a pour habitude de dire aux patients que quand elles vont commencer un traitement de fécondation in vitro, on a 30% de chance de grossesse. Tout âge confondu, toute cause confondue. Et donc c'est clair que ce sont des traitements très lourds physiquement et psychologiquement pour un pourcentage de chance de grossesse qui reste à l'heure actuelle relativement faible, parce que le point limitatif, c'est l'implantation des embryons, et que même s'il y a des tentatives d'avancée médicale en termes d'implantation, on reste actuellement encore limité par rapport à ça. Bonsoir. Avez-vous une idée des différences entre la législation belge et la législation française? Ah oui, j'ai une bonne idée de ça, parce qu'on a tellement de patientes françaises que la législation française, je la connais très bien. Donc il faut savoir que la Belgique
fait aussi toutes ces avancées technologiques parce qu'on a une loi qui est relativement favorable pour les patients, ça d'une part, pour les médecins d'autre part, pour les biologistes enfin. La loi française est totalement différente puisque en France, il faut déjà être cohabitants légaux depuis au moins 2 ans ou être marié depuis 2 ans pour introduire une demande, ce qui n'est pas le cas en Belgique. Donc en Belgique, n'importe quel couple peut introduire une demande. Donc il faut déjà qu'il y ait une démarche, on va dire, juridique, faite devant un notaire pour prouver qu'il y a une cohabitation depuis au moins 2 ans avant de pouvoir prendre en charge les patients. Alors la loi est assez identique en termes de limitation d'âge. Donc en Belgique, je vous ai dit qu'on pouvait faire la fécondation in vitro jusqu'à 45 ans et transférer jusqu'à 47. Ils ne le feront jamais en France, mais ils ne diront pas qu'ils ne le font pas. Et donc en France, ils vont se baser sur les critères de remboursement. En Belgique, la fécondation in vitro est remboursée jusqu'à 42 ans. Ça va changer. Prochainement, on va rembourser jusqu'à 41 ans puisqu'il faut faire des économies. En France, on rembourse jusqu'à 42 ans également. Mais traditionnellement, les couples après 40, enfin les femmes après 40 ans ne sont plus prises en charge en France et donc sont réguliers. En ce qui concerne les recours aux dons de sperme, dons d'ovocytes, c'est encore plus compliqué puisque vous devez introduire une demande près d'un CECOS. Un CECOS, c'est un centre qui va centraliser toutes les demandes de dons. Et donc, pour le CECOS, il y a en moyenne entre 4 et 5 ans d'attente avant d'avoir un recours à un don de sperme. Il faut compter en Belgique 3 mois. Donc vous imaginez la différence. Pour le don d'ovocytes, il faut savoir qu'à Erasme, on fait en moyenne 80 cycles de dons d'ovocytes par an. C'est là où j'ai été formé, donc j'ai les chiffres en tête. C'est un bon centre, enfin c'est un centre qui représente bien l'activité d'un centre moyen, d'un centre avec une bonne activité de don d'ovocytes. C'est ce qu'on fait sur tout le territoire français. Donc ça vous donne une idée de la facilité d'accès de ces couples. Donc automatiquement, on a beaucoup d'Italiens, d'Allemands et de Français qui arrivent en Belgique pour la prise en charge de leur traitement. Donc les législations sont à ce niveau très différentes. En Espagne, c'est limité à 50 ans, mais enfin, ils n'appliquent pas vraiment la législation et donc ils dépassent allègrement les 50 ans. Moi, j'ai eu une patiente, la patiente la plus âgée qui a accouché, elle avait 51 ans quand elle a accouché à l'hôpital. Et ils avaient fait ça. Enfin, le nombre d'embryons n'est pas limité non plus. Donc j'en ai une autre qui a eu le transfert de 4 embryons. Chose qu'on ne fait jamais en Belgique, évidemment. Il faut savoir que depuis 2003, les traitements sont remboursés sous la condition que tous les centres aient accepté de pratiquer du transfert unique. On était un des premiers pays au monde à ne transférer qu'un embryon à la fois. Et tous les scientifiques de tous les pays nous ont dit « Vous êtes fous, vous allez perdre en taux de grossesse ». C'est totalement faux parce qu'on maintient des très bons taux de grossesse parce qu'on a moins de fausses couches. Si vous en transférez 2 ou 3, vous avez plus de chances d'avoir un test de grossesse positif, mais vous avez plus de risques d'avoir des fausses couches au travers de tout ça. Et donc l'un dans l'autre, le fait de transférer un sang d'embryon est un véritable bénéfice. Ça réduit surtout, et c'est pour ça que le remboursement a été possible, ça réduit les durées d'hospitalisation en néonatal, puisqu'une hospitalisation néonatale, c'est globalement 1 250 € par jour. Un traitement de fécondation in vitro complet, c'est 3 500 €. Donc, si vous avez des jumeaux en quantité importante ou des triplés en quantité importante, ça vous coûte beaucoup plus cher que de rembourser les traitements de fécondation in vitro. C'est pour cette raison qu'ils ont accepté en Belgique de les rembourser initialement depuis 2003 jusqu'à 42 ans révolus. C'était pour vous demander ce que vous pensiez sur le clonage humain. Je dirais que je pense qu'il faut parfois faire confiance aussi. Alors on peut avoir son avis et en médecine de reproduction, c'est ça qui est toujours très particulier, c'est que je peux avoir mon avis en tant qu'individu, en tant que Jean-François Simon, et puis j'ai mon avis en tant que docteur Simon. C'est pas du tout la même chose parfois. C'est parfois très problématique et il faut toujours jongler entre les deux. Donc ça nécessite parfois pas mal de réfléchir. Alors j'ai jamais été confronté à une demande de clonage, donc déjà voilà, j'ai déjà pas eu de réflexion profonde sur la question. Puis si j'avais une demande, c'est relativement simple puisque c'était interdit en Belgique, donc ce qui veut dire que la réponse est entre guillemets toute faite. Maintenant évidemment, personnellement, je pense qu'on doit avoir des limites et que le clonage est une porte ouverte vers des choses qui sont de l'ordre de l'eugénisme et qui ne sont pas de l'ordre de l'humain. Et
et voilà, je pense qu'il faut rester humain. Et donc, moi, personnellement, je ne suis pas du tout favorable à cette direction-là. Est-ce est-ce qu'il y a déjà eu des études comparatives de l'état de santé des nouveau-nés nés par PMA et traditionnellement, bien sûr. dirais-je? Alors, il y a d'abord en Belgique, il y a un registre, donc tout cycle de fécondation in vitro impose une anonymisation des données des futurs parents et du suivi de la grossesse jusqu'à terme. Donc on sait que voilà, pour tous les cycles qui sont effectués en Belgique, donc il y a des statistiques et c'est accessible à tout public, donc tout le monde peut avoir accès à ça. Ça s'appelle le BELRAP, qui rassemble l'ensemble des informations relatives au traitement de fécondation in vitro. Donc on sait qu'en traitement de fécondation in vitro classique, il n'y a pas d'implication sur le développement, mais comme je vous le disais d'emblée, c'est une médecine jeune, on a 35 ans de recul, donc ce qui veut dire que a priori, il n'y a pas de problème à l'heure actuelle. Maintenant, on a des études de cohorte au Danemark où là, tous les enfants sont suivis longitudinalement tout au cours de leur vie, et par rapport aux enfants qui sont nés de manière naturelle, ou du moins qui ont été procréés de manière naturelle, il ne semble pas y avoir d'implication. Il y a une étude de la ZVUB qui posait la question de savoir si la congélation n'avait pas d'implication sur le développement de pathologies, quelle qu'elle soit, mais ça ne semble pas être le cas. À cette question-là, moi j'adjoindrais une autre réflexion qui est de se dire, la technique, oui, peut être responsable d'effets secondaires, mais on ne parle jamais, et moi, quelque chose qui m'interpelle profondément au quotidien dans ce que je fais, c'est que on ne parle jamais de l'âge de l'homme dans l'histoire. Donc on limite l'âge de la femme en fonction des risques obstétricaux liés à ça, mais il n'y a pas de limitation de l'âge de l'homme. Or, on sait que le développement, enfin, que plus l'homme est âgé et plus il y a un risque de complications pour la descendance. Il faut savoir que la trisomie 21 peut être liée à l'homme et n'est pas exclusivement liée à l'âge de la femme. Ça, je pense qu'on a tendance à oublier de le dire. Qu'il y a toute une série de pathologies, de maladies génétiques, Corey de Huntington, la progérie, donc les enfants qui vieillissent prématurément, c'est assez spectaculaire à voir, est directement lié à l'âge de l'homme. Et donc on se retrouve avec des situations médicales qui sont parfois associées non pas à la technique, mais aux conditions générales dans lesquelles elles sont faites et à l'âge de l'homme. Et on a en Belgique une loi qui, et je trouve qu'elle n'envie rien à ce que j'ai abordé dans la première partie de l'exposé, puisqu'on limite la femme mais on ne limite pas l'homme. Et donc quelque part, on a en Belgique des hommes et des femmes qui n'ont pas les mêmes droits. Et là, il y a peut-être une réflexion à avoir, plus que quelque part sur la technique. Même si, à l'heure actuelle, on a aussi des inquiétudes par rapport à ce qu'on appelle l'épigénétique. Et donc, il y a les gènes, ce que nous sommes tous capables de transmettre à notre descendance. Et puis, il y a tout ce que le milieu de culture dans lequel on met les embryons peut potentiellement induire sur le développement des embryons à long terme. Et ça, c'est une réflexion actuelle qui nous inquiète, nous particulièrement en médecine de reproduction. C'est que, par exemple, les milieux de culture qu'on utilise, la composition nous est inconnue. C'est-à-dire que les firmes qui les commercialisent refusent de donner les formules. Et on n'a aucun poids pour avoir l'information précise de ce qui est contenu dans ces milieux de culture. Et donc, pour l'instant, on n'a pas un recul suffisant que pour dire que tel ou tel milieu est problématique, mais il y a quand même une étude récente qui a comparé deux des milieux les plus fréquemment utilisés dans les centres de fertilité et mettait en évidence des modifications de ce qu'on appelle l'épigénome de façon totalement différente entre un milieu et un autre milieu. Donc il y a encore au niveau réflexion par rapport à ce qu'on fait en médecine de reproduction, la réflexion qu'il faut peut-être garder en mémoire, c'est que ce n'est pas un bébé à tout prix. Et donc il faut faire ce qu'on peut faire pour aider les gens humainement et correctement, mais il ne faut pas tout faire et pas déborder, notamment sur le clonage, parce que la demande viendrait et voilà, on a déjà été confronté, notamment du temps où j'étais à Erasme, à une demande d'une mère qui voulait récupérer le sperme congelé de son fils pour le faire inséminer et pour avoir un nouveau fils, entre guillemets. Et ce genre de situation est très problématique, parce que ça a des implications éthiques et philosophiques très importante. Et donc, on est en permanence dans l'obligation de réfléchir à ce qu'on fait parce qu'on aurait tendance justement à ne pas avoir de limites et à tout accepter et à tout tolérer. Donc oui, on sait précisément qu'actuellement, en tout cas sur la période qu'on peut étudier, on n'a pas d'implication majeure sur les techniques de PMA.
Mais c'est l'inquiétude de plus en plus de parents, hein. Ça, c'est clair que de plus en plus, les parents posent des questions à ce sujet et s'intéressent plus dans le détail à ce genre d'informations. Merci. En fait, vous venez à peu près de répondre à mes questions, parce que je comptais vous demander par rapport au versant masculin de l'infertilité, parce qu'on parle souvent de recherche actuelle dans l'andropause et ce genre de choses. Et comme vous l'avez évoqué, c'est des problèmes de lien entre la société et l'évolution de la médecine, je pense, vu qu'on a toujours cette réticence à envisager que ce soit l'homme qui soit la cause du problème et qu'on va plutôt la rechercher chez la femme. Et du coup, je voulais savoir si, au niveau des cliniques de fertilité, on travaillait aussi de ce côté-là, c'est-à-dire d'examiner les problèmes qui pourraient être causés par l'homme, ou si on se concentre essentiellement chez les femmes. Ah non, non, bien sûr, hein, donc on ne reçoit jamais un... Parce que c'était ça qui avait été essentiellement évoqué dans oui. dans Donc très régulièrement la femme vient seule, mais systématiquement on lui demande de venir avec son mari. C'est une problématique de couple. Donc c'est d'ailleurs un des gros problèmes qu'on a en fertilité, c'est qu'on ne soigne pas un patient, mais on soigne deux patients, futurs parents. Donc on soigne un homme, une femme, mais on soigne un couple. Donc on soigne en fait trois dynamiques différentes. Et donc c'est parfois un peu compliqué parce que ça peut bien se passer avec l'un des membres du couple, pas avec l'autre, et donc ça complique parfois les relations et c'est parfois très 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 compliqué. Mais bien sûr, l'homme est tout à fait indispensable dans l'équation et on ne fait rien sans lui. Et c'est parfois comme ça qu'on se rend compte que des femmes viennent parce qu'elles ont des inquiétudes par rapport à leur fertilité ou la fertilité de leur conjoint et que les conjoints ne veulent absolument pas venir en consultation de fertilité. Là, on peut absolument rien faire, évidemment. Je remercie encore très vivement Jean-François Simon pour son exposé et ses réponses. Je vous invite le 19 décembre à venir écouter un professeur qui enseigne en médecine ici et qui est passionnant, au dire de tous ceux qui l'ont déjà eu comme enseignant, et qui est Henri Alexandre. Et il viendra, lui, nous parler des prix Nobel en médecine et en biologie et montrant comment il y a un aspect politique et une influence là derrière. Et la semaine prochaine, c'est dans le cycle sur la manipulation, lundi prochain, où on viendra vous parler de la manipulation dans les médias. Ce sera Philippe Amby. Voilà, bientôt.